Lorsque les gens entendent les mots vaccin ARN, la première question qui vient à l'esprit, ce vaccin modifiera-t-il mon ADN de façon permanente? La deuxième question, si le vaccin modifie mon ADN, quels sont les effets potentiels à long terme sur la santé? Ce sont des questions justes. Malheureusement, ces questions sont généralement écartées, ignorées, minimisées par l'écosystème pharmaceutique. Cette inquiétude concernant la modification génétique est normalement écartée par l'argument suivant. L'ARN ne modifiera pas votre ADN de façon permanente parce qu'il s'agit d'une molécule temporaire qui est rapidement détruite dans la cellule et parce qu'elle est fondamentalement différente de l'ADN. L'ARN ne s'intègre pas dans l'ADN et l'ARN ne reste pas dans la cellule de façon permanente car la cellule détruit l'ARN relativement rapidement. Par conséquent, il n'y a aucun risque potentiel qu'un vaccin à ARN modifie génétiquement le génome d'une personne. À première vue, cela semble être une réponse à toute épreuve. C'est la réponse du manuel qui gagnerait une note de 100% à un examen pour un cours de biologie moléculaire. Cependant, les cellules de notre corps ne savent rien des examens que passent les étudiants diplômés. Brigitte, vous allez nous parler d'une rumeur qui prétend que les vaccins à ARN messager modifieraient notre génome, en d'autres termes nous transformeraient en OGM, et vous allez nous expliquer ce matin qu'il n'en est rien. On comprend bien que cet ARN, une fois qu'il est là, il est dégradé, d'abord très fragile, mais surtout, il ne peut pas aller dans l'autre sens. On ne va pas retourner, on peut passer du noyau à l'intérieur de la cellule pour fabriquer les protéines, mais on ne peut pas revenir dans l'autre sens. On ne peut pas mettre une photocopie dans le coffre-fort, dans l'original. C'est pas possible. Donc, l'ARN ne peut pas pénétrer dans notre génome et ça ne peut pas avoir de répercussions sur notre descendance. Mais il y a quelqu'un qui leur a dit, est-ce que l'ARN messager du vaccin peut être transformé en ADN et intégré dans le génome? Ils ont dit, mais non, c'est impossible, puisque on sait très bien qu'il y a un flux continu ADN, ARN et protéines chez les hommes, et il n'y a pas de transcriptase inverse comme les virus, ce qu'il faut. Et on sait ça depuis 1989, c'est-à-dire que ça fait 32 ans qu'il y a une réponse à ça, que les gens qui répondent sur la SPIF ne connaissent pas. Donc il faut faire attention, l'autorité ne donne pas la connaissance. Brigitte, vous allez nous parler d'une rumeur qui prétend que les vaccins à ARN messager modifieraient notre génome, en d'autres termes nous transformeraient en OGM, et vous allez nous expliquer ce matin qu'il n'en est rien. On comprend bien que cet ARN, une fois qu'il est là, il est dégradé, d'abord très fragile, mais surtout, il ne peut pas aller dans l'autre sens. On ne va pas retourner, on peut passer du noyau à l'intérieur de la cellule pour fabriquer les protéines, mais on ne peut pas revenir dans l'autre sens. On ne peut pas mettre une photocopie dans le coffre-fort, dans l'original. C'est pas possible. Donc, l'ARN ne peut pas pénétrer dans notre génome et ça ne peut pas avoir de répercussions sur notre descendance. J'ai été clair ? C'est extrêmement. Je suis un peu surpris de trouver, par l'intermédiaire de ce que je viens de voir, des confrères et surtout une consort qui a une verve et une gestualité théâtrale pour défendre un paradigme qui, à l'heure actuelle, ne prévaut plus. Il est has-been depuis 1970, c'est-à-dire depuis les travaux de Thémines. Moi, je pense qu'il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire de donner d'abord des définitions élémentaires de ce qu'est la biologie moléculaire et quels sont les actes principaux et les acteurs principaux qui sont des enzymes. Nous parlerons de traduction, de duplication, mais ce sont des termes qu'il faut utiliser et connaître leurs limites. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette présentation. L'ARN peut pénétrer dans le noyau de la cellule. Pour exemple, l'ARN amorceur est un ARN qui pénètre dans le noyau justement pour dupliquer l'ADN d'une cellule mère en 2 cellules filles.
Il est transformé en ADN grâce à une enzyme appelée transcriptase reverse. Plus généralement, tout fragment d'ARN du cytoplasme peut pénétrer dans le noyau grâce à une enzyme appelée TDT, qui peut ensuite l'associer à une transcriptase reverse pour devenir ADN et vient s'initier dans le génome de l'hôte. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le samedi 13 février 2021. En biologie moléculaire, l'ARN messager est la transcription d'une séquence d'ADN chromosomique qui correspond à un gène et précise à l'ARN de transfert les acides aminés qui doivent être assemblés par l'ARN ribosomial dans le cytoplasme des protéines. C'est un mode de fabrication spécifique mis en place naturellement par la machinerie cellulaire pour cet ARN uniquement et à ce titre, l'information passe de l'ADN du noyau aux protéines cytoplasmiques et ne peut jamais se retranscrire en sens inverse. C'est un sens unique dans un ARN unique. Mais la cellule construit et dégrade un nombre important d'ARN qui ont, en majorité, pour rôle de transcrire des informations à l'ADN chromosomique. Le vaccin dit à ARN messager utilise une fraction ARN fabriquée artificiellement et dont la fonction est assimilée à celle d'un ARN messager, mais ceci sans preuve réelle d'une similitude fonctionnelle. Cependant, une telle désignation impose systématiquement sur ce même modèle qu'il ne remonterait pas l'information vaccinale jusqu'au noyau. Ceci fait office d'un paradigme fondamental qui coupe court aux critiques que l'on est en droit de faire sur une telle biotechnologie vaccinale sans vérification in vivo. Mais le terme ARN messager cautionne encore plus la sécurité de ce vaccin élaboré selon un assemblage sur le même modèle que l'ARN messager, donc lui aussi sans interaction avec le noyau. Partant de cette caution, des chercheurs passent le guet dans l'urgence et une ambiguïté s'installe dans les médias qui généralisent que tous les ARN ne remontent pas à l'ADN. Plusieurs vidéos et publications sous la plume d'éminents spécialistes ont authentifié ces faits. Le professeur Christian Perron, lui, est d'avis contraire et parle justement d'une transcriptase inverse capable de transcrire l'ARN en ADN. Le professeur Jean-Daniel Lelièvre restreint cette possibilité aux rétrovirus de type VIH. J'en conclus que, pour ce monsieur, les rétrovirus endogènes présents dans les mammifères et chez l'homme n'ont aucune spécificité de transcription d'ARN en ADN. C'est un argument qui fait office pour lui aussi de paradigme indéboulonnable. Je cite, le professeur Bernard Verrier conforte la théorie du professeur Lelièvre
En revanche, les rétrovirus endogènes n'ont aucune activité de transcription de l'ARN vers l'ADN, contrairement à ce qu'affirme le professeur Perron. Ce que l'on appelle des rétrovirus endogènes, en fait, ce sont des rétrovirus qui, au cours de l'évolution, ont intégré le génome de l'être humain, explique le professeur Bernard Verrier. Un vaccin, c'est des millionièmes de grammes d'ARN qui vont commander la synthèse de l'antigène viral contre lequel il va y avoir une réponse immune, puis qui rapidement va être dégradé. Et donc qui en aucun cas peut faire quoi que ce soit à nos gènes. En réalité, et avec le développement des biotechnologies, il n'est plus possible d'être aussi catégorique. Pour mémoire, je citerai une publication de Patrick Morel de 2017, Conférence et invitation hépatocytes chez Humana Press. La publication montre que les rétrovirus endogènes sont aujourd'hui certes responsables au moins en partie de l'évolution des espèces, ils sont également à l'origine ou cofacteurs de diverses maladies, comme les cancers et les maladies auto-immunes ou neurologiques. À l'heure actuelle, on considère qu'ils ont joué un rôle déterminant dans l'évolution des espèces, et notamment dans la branche des primates dont l'homme fait partie, mais ils ont également cette possibilité d'induire des maladies dégénératives ou cancéreuses. Donc automatiquement, ils usent d'une transcriptase inverse de quelque nature que ce soit, qui peut être trouvée au niveau du cytoplasme des cellules humaines et peuvent ainsi déterminer des modifications de l'ADN du génome et activer certaines comorbidités liées aux allèles du système HLA, qui fait que cette comorbidité acutise sous la forme d'une maladie neurodégénérative ou auto-immune ou cancéreuse. Autre avis contraire. Se référant d'un travail de l'unité du CNRS Biomérieux, associé à l'École normale supérieure de Lyon, les auteurs Blond, Chenet, Mallet, en 2001, confirment l'isolement moléculaire d'un rétrovirus endogène humain, le virus HERV, H-E-R-V, dès 1980. L'évolution des techniques de biologie moléculaire et le développement d'outils bioinformatiques ont permis depuis de caractériser 22 familles rétrovirales. Les modalités de leur expression sont explicitées, en particulier dans le placenta et dans les lignées cellulaires tumorales, ainsi que l'influence des facteurs cellulaires et environnementaux induisant leur réexpression. Sur le plan physiologique, les protéines HERV pourraient contribuer à la différenciation cellulaire, la modulation de l'immunité et la résistance aux infections. Mais la contribution des HERV, en tant qu'effecteurs et marqueurs de pathologie, demeure mal comprise. L'expression de la famille HERV-K semble principalement associée à des tumeurs des cellules germinales et dans les maladies auto-immunes, dont la sclérose en plaques. Les mécanismes par lesquels les HERV pourraient contribuer à ces pathologies, telles que la rupture de tolérance et l'immunosuppression. Enfin, les conséquences possibles de l'expression de ces rétrovirus chez l'homme sont discutées au regard des thérapies telles que les xénotransplantations, la thérapie génique et plus généralement, et j'ajouterai, que les vaccins élaborés par les biotechnologies. Tout cela n'est concevable parce que l'ARN de ces rétrovirus endogènes est capable de commuter son ARN en ADN et donner de ce fait une modification dans l'ADN de l'hôte. Et que dire du rétrovirus endogène HERV-W, qui a été décrit dans la revue de médecine et sciences en 2017 par une équipe du pôle psychiatrique des hôpitaux universitaires Henri Mondor. Je cite, « Les rétrovirus endogènes humains, une implication dans la schizophrénie et le trouble bipolaire ». Autre publication de 2010 dont les auteurs David Ribet et Thierry Heidemann
de l'Institut Gustave Roussy conclut de la façon suivante. Les rétrovirus endogènes ERV sont des parasites génétiques des génomes des vertébrés. Ils sont les traces d'infections ancestrales par des rétrovirus ayant intégré leur génome dans la lignée germinale d'un hôte et s'étant ensuite transmis de façon verticale de génération en génération. À la suite de la colonisation de la lignée germinale, ces éléments peuvent évoluer de différentes façons. Certains virus ERV peuvent proliférer dans l'ADN de leur hôte, aboutissant à la formation de familles multicopies et à l'envahissement du génome de populations entières. D'autres éléments peuvent progressivement dégénérer et perdre leur capacité de multiplication et ne subsister qu'à l'état de séquence fossile dans le génome de l'hôte. Enfin, certains ERV peuvent être conservés entièrement ou partiellement par une pression de sélection positive s'ils apportent un bénéfice à leur hôte en termes de succès évolutif. Cette diversité d'évolution a permis de façonner, chez les différentes espèces de vertébrés, les répertoires très variés d'ERV. J'ajouterai qu'il existe aussi une pression sélective négative, environnementale, à l'origine de modifications de leur ARN pour mettre en place des pathologies émergentes modernes. Des segments d'ARN viral du SRAS-CoV-2 peuvent-ils s'intégrer en permanence dans notre ADN? Ces chercheurs ont émis l'hypothèse que des segments de l'ARN viral étaient copiés dans l'ADN puis intégrés de manière permanente dans l'ADN des cellules somatiques. Cette rétro-intégration virale de l'ARN dans l'ADN peut être induite par des rétrotransposons endogènes LINE1 qui produisent une transcriptase inverse active qui convertit l'ARN en ADN. L'article mis en ligne en préimpression est toujours en cours de révision et n'a donc pas encore été validé par des pairs scientifiques. Pour ma part, observateur du vivant depuis plus de 60 ans, je me suis intéressé à ces petits ARN. Le partage de mes observations avec les travaux des embryologistes, des biologistes moléculaires, mais aussi des physiciens, m'assure que nous sommes devant une relation spécifique à ARN-ADN qui donne à l'ARN une primauté qui se manifeste par certaines propriétés versatiles qui commandent l'expression même de l'ADN chromosomique. Et cela me confirme que ces éléments originaux du fonctionnement de l'ARN sont adaptatifs et informationnels d'un véritable système cybernétique qui rend compte des capacités d'une cellule à s'autogérer, à gérer un groupe d'une manière sociétale, et ceci dans une fraction de temps dont l'appréciation sera faite précisément par ces petits ARN. Ceci donnant la base même de la traduction évolutive phylogénique des virus, avec lesquels il faut trouver des systèmes de régulation plutôt que destruction pour vivre en paix avec eux. De par leur lointain passé, ils nous ont montré le chemin. N'oublions pas que dans le contenu d'une cellule siège un nombre d'interréactions biochimiques incessants et en perpétuelle transformation. Et les liaisons intermoléculaires se font et se défont constamment. Alors, qu'est-ce qu'un vaccin ARN messager? Quels sont les risques? Et est-ce que les effets de ce vaccin sont capables de remonter jusqu'à l'ADN pour modifier l'ADN de la personne qui reçoit ce vaccin? Quelles sont alors les conséquences, non seulement pour la personne vaccinée, mais aussi pour sa descendance?
Beaucoup de scientifiques donnent des avis. Et pour argumenter ces avis, ils utilisent bien sûr tout un vocabulaire d'appellations biologiques complexes qui justifie cette technologie vaccinale. Mais tous ces avis, toutes ces désignations, notamment enzymatiques, sont très souvent déformés dans le sens qui soit le plus favorable pour justifier l'extension et l'utilisation de tels vaccins. Qu'est-ce qu'un ARN messager? C'est une désignation d'appellation contrôlée de la machinerie cellulaire. L'ARN messager permet la copie d'une fraction de l'ADN qui correspond à un gène que l'on transforme en ARN messager avec diverses opérations qui se font d'abord dans le noyau. Cet ARN messager passe la barrière nucléaire pour aller dans le cytoplasme et collaborer avec des ARN de transfert et des ARN ribosomiaux pour fabriquer les protéines de structure qui ont été commandées par le gène de l'ADN. Donc, déjà, sur la désignation d'un vaccin ARN messager, il y a là un abus de langage restrictif des combinaisons biochimiques qui identifient l'ARN vaccinal à l'ARN messager normal de référence. On associe artificiellement des oligoribonucléotides de façon à imiter une fraction d'ARN que l'on désigne d'ARN messager, de façon qu'une fraction des protéines élaborées réagisse et provoque une réaction anticorps-antigène spécifique, déclenchée par les protéines spécifiques qui nous permettent ainsi de capitaliser une certaine immunité adaptative lors d'une nouvelle agression virale. Les commentaires et les explications qui sont faites sur ces technologies de fabrication des vaccins utilisent une suite d'identifications codées et d'abréviations issues de la biologie moléculaire. Cependant, à l'usage, on peut s'apercevoir d'une chasse gardée de ces désignations et appellations qui singularisent les étapes physico-chimiques de fabrication dans un milieu artificiel où le simple fait d'une variation de température minime est capable de modifier le rapport des bases puriques et pyrimidiques qui font la caractéristique d'un ARN et sa fonction précise dans l'activation des gènes. Il apparaissait donc comme une nécessité de faire un résumé des molécules qui entrent en jeu et leur place dans la machinerie cellulaire et leurs limites fonctionnelles. Pour bien comprendre cette aventure ARN-ADN, faisons un petit voyage dans le passé. Le dogme central de la biologie moléculaire est une explication du flux d'informations génétiques au sein d'un système biologique. L'ADN produit l'ARN et l'ARN produit la protéine. Ce dogme a été énoncé pour la première fois par Francis Crick en 1958. Il indique qu'une fois que l'information est passée dans la protéine, elle ne peut plus en sortir. Il l'a d'ailleurs réaffirmé dans un article de Nature publié en 1970. En 1970, Jacques Monod, prix Nobel 1965, dans son ouvrage « Le hasard et la nécessité », parle du modèle informationnel ADN, ARN, protéines. Et Monod n'hésite pas à affirmer, pages 144 et 145 de son ouvrage, « Il faut ajouter enfin, et ce point est d'une très grande importance, que le mécanisme de la traduction est strictement irréversible. Il n'est ni observé ni d'ailleurs concevable que de l'information soit jamais transférée dans le sens inverse, c'est-à-dire de protéines à ADN.
Cette notion repose sur un ensemble d'observations si complètes et si sûres aujourd'hui, et ses conséquences en théorie de l'évolution notamment, sont si importantes qu'on doit la considérer comme l'un des principes fondamentaux de la biologie moderne. Il s'ensuit en effet qu'il n'y a pas de mécanisme possible par quoi la structure et les performances d'une protéine pourraient être modifiées, et ces modifications transmises, fût-ce partiellement, à la descendance, si ce n'est comme conséquence d'une altération des instructions représentées par un segment de séquence de l'ADN. Tandis qu'inversement, il n'existe aucun mécanisme concevable par quoi une instruction ou information quelconque pourrait être transférée à l'ADN. Le système tout entier, par conséquent, est totalement intensément conservateur, fermé sur lui-même et absolument incapable de recevoir quelque enseignement que ce soit du monde extérieur. Comme on le voit, ce système, par ses propriétés, par son fonctionnement d'horlogerie microscopique, qui établit entre ADN et protéines, comme aussi entre organismes et milieux, des relations à sens unique. Il est foncièrement cartésien et non hégélien. La cellule est bien une machine. L'encre de ces lignes n'était pas encore sèche que le démenti survenait cinglant, sans réplique. La logique du vivant, qui, soit dit en passant, était celle du biologiste et non celle de la nature, s'en trouvait bouleversée, et le bel édifice profondément lézardé. À la même époque, dans les couloirs de l'Institut Pasteur, à quelques mètres du bureau de Jacques Monod, un chercheur du nom de Mirko Beljanski, était en train de bouleverser le dogme central de la biologie moléculaire. Beljanski va contredire Jacques Monod en découvrant quelques mois plus tard la transcriptase inverse chez les bactéries. Cette même année, en 1970, un scientifique américain, Howard Martin Temin, découvre l'existence d'une enzyme très particulière, la transcriptase inverse. De manière tout à fait inhabituelle, elle permet à certains virus, qu'il appelle de ce fait des rétrovirus, de fonctionner à l'envers. C'est leur ARN qui se transforme en ADN et non l'inverse lorsqu'ils infectent une cellule. Il recevra pour cette découverte le prix Nobel en 1975. En 1960, Mirko Beljanski reçoit le prix Charles Léopold Meyer, décerné par l'Académie des sciences. Entre 1958 et 1961, Mirko Beljanski découvre un processus de synthèse peptidique où intervient un ARN particulier qui est distinct de l'ARN de transfert et peut se lier à différents acides aminés. En 1965, Beljanski a également été le premier à montrer que, intact et complètement dissocié des protéines auxquelles il est normalement lié, un ARN extrait d'un virus de plante, le virus de la mosaïque jaune du navet, peut lui aussi former un complexe avec des acides aminés.
L'année 1960 correspond aux premières recherches de Mirko Beljanski concernant les deux aspects primordiaux de la vie d'une cellule, sa multiplication et sa différenciation. Sujet vaste à l'intérieur desquels il a choisi de concentrer ses efforts au niveau le plus fondamental, celui des acides nucléiques, ADN et ARN, et de la régulation et de la réplication du génome cellulaire, ainsi que de son expression. Il lui est apparu, bien avant que ce ne soit une notion acceptée, que loin de se borner à leur rôle d'intermédiaire dans la synthèse des protéines, les ARN, dont il devait mettre en évidence de nouvelles variétés, étaient capables de contrôler de façon diverse le fonctionnement de l'ADN porteur des gènes. Dans la replication et la différenciation cellulaire, aussi bien que dans l'évolution des espèces. Les ARN jouent un rôle au moins aussi fondamental que l'ADN. C'est d'ailleurs guidé par cette philosophie qu'Emmanuel Charpentier, dans son exposé lors de l'attribution du prix Nobel de chimie 2020, a justifié l'orientation de ses recherches. Ces petits ARN font découvrir une facette du fonctionnement du vivant. Le chercheur Mirko Beljanski a partagé son travail avec moi et m'y a associé pendant 22 ans, et je continue et je m'efforce de mettre en application sur le plan thérapeutique toute la philosophie issue de nos recherches et induite par le respect et l'émerveillement que l'on peut avoir envers l'aptitude du vivant à gérer les mécanismes qui assurent sa pérennité le plus simplement possible. Elle nous force aussi à certaines réflexions, notamment à l'égard de l'apparition et de l'évolution du Covid, comme de se rendre compte que l'on contourne ce problème par les vaccins, mais que l'on ne s'intéresse pas aux causes environnementales, biologiques, mais aussi physiques, qui régissent l'activation et l'inactivation des gènes par le biais de ces micro-ARN. Dans la conférence du mardi 10 février 2015 à l'Académie des sciences, journée ARN en hommage à Marianne Grönberg-Manago, lors de cette journée, l'un des conférenciers, le professeur Jérôme Cavaillé, a fait une conférence sur le thème « Biogénèse et fonction des petits ARN dont les gènes sont régulés par l'empreinte génomique parentale ». Il confirme d'une manière explicite l'existence d'une mémoire cellulaire capable de distinguer l'origine parentale des allèles, mais aussi de modifier leur activité. De tels phénomènes sont regroupés sous le terme d'empreinte génomique parentale qu'il attribue aux ARN-NC, c'est-à-dire aux ARN non codants. Certains d'entre eux fonctionnent comme des régulateurs de flux de l'information génétique en contrôlant la structure de la chromatine, la régulation de la transcription et la stabilité des ARN messagers, ainsi que la production et l'activité des protéines. Il en découle que toute agression à l'une de ces étapes peut modifier l'expression de cet ARN-NC et de l'activité ribonucléasique à l'origine de pathologies diverses. Lors de ce symposium, Madame Christine Gaspin, directrice de recherche, est intervenue sur le thème bioinformatique de l'ARN, je cite, « Le développement de nouvelles méthodes bioinformatiques a accompagné l'analyse à grande échelle des données produites et a contribué à révéler l'existence d'une multitude d'ARN dont les quantités et diversités continuent d'interpeller la communauté scientifique quant à leur fonction, leur structure, leur conservation et leur évolution. » La transformation d'une bactérie par un ARN transformant.
En décembre 1970, Mirko Beljanski apporte la preuve pour la première fois dans l'histoire de la biologie qu'un ARN peut provoquer une transformation génétique stable et héréditaire. En 1978, j'ai commencé à travailler en biologie moléculaire sur les ribonucléases dans une équipe du CNRS au laboratoire de pharmacodynamie de la faculté de pharmacie de Châtenay-Malabry, dont le directeur de recherche était le professeur Mirko Beljanski. En 1971, Beljanski découvre la transcriptase inverse d'Escherichia coli, qui pouvait à elle seule assurer la transcription in vitro en ADN des ARN de plusieurs bactéries. Puis, la recherche sur la transcriptase inverse fut étendue à une autre bactérie du nom de Agrobacterium tumefaciens. Et là aussi, il existait une transcriptase inverse qui transcriptait l'ARN d'Escherichia coli en ADN. Déjà en 1964, Evans signale dans une publication qu'une préparation hybride d'ARN et d'ADN peut transférer au pneumocoque une résistance aux sulfamides. Plus tard, en 1977 et 1980, Beljanski démontre en collaboration avec le professeur d'Utah que chez le champignon microscopique Neurospora crassa s'effectue également une transcription d'ARN en ADN au moyen d'une transcriptase inverse propre à cet organisme. En 1988, Beljanski et le professeur New devaient mettre en évidence l'existence d'une transcriptase inverse dans des œufs de poisson. Le 7 décembre 1989, Howard Martin Temin publiera une rétrocitation dans la revue Nature concernant Mirko Beljanski et ses travaux datant du début des années 70 sur la transcriptase inverse chez les bactéries. Dans mes articles et revues concernant la transcriptase reverse, retrons et bactéries, j'ai affirmé qu'il n'existe pas de reverse transcriptase dans les bactéries. Monsieur Mirko Beljanski a depuis attiré mon attention sur sa publication sur la transcriptase reverse chez les bactéries. Ce travail a été confirmé dans plusieurs publications scientifiques soviétiques. Il serait intéressant de vérifier si cette activité est en rapport avec les retrons. Mirko Beljanski travaillera de 1956 à 1958 aux États-Unis avec le chercheur Severo Ochoa, qui recevra le prix Nobel en 1959 pour ses découvertes sur la synthèse de l'ARN. En 1958, Beljanski fera 3 publications avec Severo Ochoa. Premiers travaux sur l'ARN. L'ARN est un acide ribonucléique polymère formé de nucléotides dont le sucre est le ribose. Il transporte
le code génétique à partir de l'ADN. Une enzyme capable de réaliser in vitro à partir de ribopolymères, un ARN, lorsque la réaction se fait dans un substrat magnésium. 36 ans plus tard, Beljanski et ses collaborateurs ont remplacé le substrat magnésium par un substrat ferrique et la même enzyme PNPase fabrique un ADN. Il apparaissait que cette enzyme était versatile. En se rappelant que sur Terre, le magnésium est apparu avant le fer, la comparaison des résultats expérimentaux du comportement de cette PNPase implique que l'ARN est apparu à cause de la présence du magnésium avant l'ADN, ce qui conforte la primauté fonctionnelle de l'ARN dans le vivant. Cela signifie que la structure fondamentale colloïdale de la matière vivante, de nature ferrofluide, est dépendante du fer, y compris dans tous les mécanismes qui touchent les biotechnologies et les champs électromagnétiques dont on est loin d'évaluer l'impact dans le déroulement de fabrication des médicaments. Par exemple, les vaccins sont aussi régis par cette dualité fonctionnelle que peut provoquer cette enzyme. Les travaux de Beljanski sur la synthèse de nouveau de l'ADN par la PNPase, qui sont parus dans Journal of Molecular Evolution, demeurent le point de départ de plusieurs voies d'investigation. D'une part, une plongée dans un très lointain passé autour d'un précurseur de l'ADN, et d'autre part, une interrogation sur le rôle actuel de la PNPase dans les cellules. Enfin, des applications pleines d'avenir en biotechnologie. La PNPase sait reconnaître in vitro un ARN et s'en servir comme matrice pour synthétiser un ARN identique. Ceci est un exemple de la maîtrise que l'on doit déployer dans l'élaboration des ARN en raison de leur faculté à reconnaître certaines molécules. N'est-elle pas capable de reconnaître à son compte personnel l'ARN dit messager vaccinal et de le détourner en ADN pour modifier l'ADN de l'hôte et même sa descendance? Alors maintenant, voyons quels sont ces ARN fabriqués par cette enzyme PNPase. D'abord, un ARN transformant. Ils sont synthétisés en dehors de l'ADN par la PNPase. Ils peuvent ensuite soit venir directement s'accrocher à l'ADN, l'ARN formant un épisome à ARN, soit être retranscrit en ADN par une transcriptase inverse. Cet ADN peut à son tour soit se détacher de l'ARN transformant qui lui a servi de matrice et l'incorpore au génome de la cellule hôte, l'ARN transformant devenant alors libre et actif. Mais il peut aussi soit demeurer lié à l'ARN transformant dans le cytoplasme, le protégeant et le maintenant à l'état inactif. Ce type d'ARN est retrouvé principalement dans les biotechnologies des vaccins. Parlons maintenant de duplication, transcription, traduction. Dans les conditions normales et non pathologiques, il existe une corrélation entre la replication de l'ADN, sa transformation en ARN et sa traduction en protéines de structure. Pour se diviser, une cellule doit en effet dupliquer son génome,
transcrire les gènes en ARN, traduire les ARN en protéines conformes. Ceci est un schéma extrêmement rudimentaire, mais nécessaire à toute expression de chacun de ces états qui implique une matrice. Une matrice ADN dans la première partie, une matrice ADN dans la deuxième partie et une matrice ARN dans la troisième partie. Celle qui va donner des protéines. Ceci nécessitera des enzymes différents, des interactions différentes et des produits de synthèse différents. Tout bouleversement total ou partiel intervenant à l'une de ces étapes se répercute sur cette étape-là et celle qui vient en aval. Or, très nombreuses et variées sont les molécules capables de se fixer aux acides ribonucléiques et désoxyribonucléiques et de freiner ou d'activer les enzymes de polymérisation. Parlons maintenant de la duplication de l'ADN. Lorsqu'une cellule mère veut dupliquer son ADN au profit de 2 cellules filles, elle va d'abord diviser son ADN chromosomique à partir des zones périphériques appelées télomères. Ceci se fera selon un modèle visualisé par le schéma ci-joint. Au niveau des 2 brins d'ADN présentés à la duplication, le mécanisme sera différent. Un mécanisme rapide sur le premier brin, appelé brin ancestral, la copie se fera par l'intermédiaire d'une enzyme, l'ADN polymérase ADN dépendante, qui repliquera cette première branche. La deuxième branche, qui déterminera une duplication plus tardive, se fera selon le modèle suivant. Dans un premier temps, des ARN transformants, synthétisés dans le cytoplasme de la cellule, passent dans le noyau. Ils s'identifient par leur taille en raison d'un nombre précis de nucléotides et d'un rapport spécifique des bases puriques et purimidiques qui les constituent. Dans un deuxième temps, ces petits oligoribonucléotides se mettent en place en face du brin d'ADN. Ils occupent une fonction d'ARN amorceur spécifique de l'ADN à repliquer. Dans un troisième temps, une enzyme qu'on appelle la transcriptase inverse, capable de copier l'ARN amorceur en ADN, va se charger de cette opération. Cette enzyme est active sur beaucoup d'ARN différents par leur taille. Étant donné que cette opération est initiée à partir de la zone télomérique, la transcriptase inverse a reçu le nom de télomérase. C'est la preuve que certains ARN spécifiques sont capables de transférer une information au génome en transcrivant leur ARN en ADN, d'où la désignation d'ARN transformant. Le contrôle de cette action et la cinétique de duplication ne peuvent se faire que par l'intervention d'un complexe férique appelé ferroptose, qui est constitué dans la mitochondrie. Il va dater le déroulement et le renouvellement de cette fonction appelée apoptose ou mort programmée cellulaire. L'apoptose cellulaire est directement dépendante des sous-unités spécifiques H et L de la capsule de la ferritine utilisée, que l'on appelle apoferritine. Ces variations sous-unitaires définissent 24 isoferritines, chacune étant spécifique du type de cellule constitutive d'un tissu donné. Ceci identifie le rôle fondamental du fer dans le mécanisme de la duplication de l'ADN chromosomique, c'est-à-dire de la pérennité cellulaire. Toute modification de l'intégration du fer au niveau de la mitochondrie, qui est corrélée à des phénomènes de vieillissement et ou pathologiques, y compris le cancer, ainsi le stockage excessif
de ferritine mitochondriale est le premier pas de la cancérogénèse par dérégulation de l'apoptose vers une immortalité cellulaire que l'on appelle anastasis, rendue possible par une synthèse excessive qui modifie ces ARN amorceurs. Parlons maintenant de la transcription ADN-ARN. Les gènes codent des protéines parmi lesquelles se trouvent des enzymes. Avec ces protéines se constituent les autres catégories de molécules présentes dans la cellule. L'expression des gènes, la mise en œuvre du message qu'ils contiennent, fait suite à leur activation et s'accomplit en plusieurs étapes. La première étape est la transcription de l'ADN en ARN messager. L'ARN messager est le reflet des gènes contenus dans l'ADN chromosomique. Il précise l'ordre dans lequel les acides aminés doivent être assemblés dans le cytoplasme. La relaxation de l'ADN à partir des sites d'initiation précis et spécifiques déclenche la copie en ARN par une enzyme ADN polymérase ARN dépendante. L'ARN messager migre ensuite jusqu'au ribosome où a lieu la traduction du message, c'est-à-dire la construction des protéines à partir des acides aminés amenés par des ARN de transfert au ribosome, petite usine cellulaire où a lieu la transcription du message, c'est-à-dire la construction des protéines sous contrôle de l'ARN ribosomial. C'est uniquement l'ARN utilisé lors de ce mécanisme précis qu'est la transcription qui justifie l'appellation exclusive d'ARN messager. Il est le seul à ne pas pouvoir revenir dans le noyau et de ce fait à ne pas pouvoir véhiculer une information qui serait transcrite en ADN. La plupart des autres ARN identifiés du cytoplasme savent utiliser les mécanismes décrits pour remonter à l'ADN du noyau, au nombre desquels ceux qui sont utilisés pour élaborer des vaccins et qui ouvrent le risque d'informations délétères au génome de l'hôte. Cependant, tout se joue sur la vitesse de dégradation. Celle-ci peut être modifiée pour des raisons environnementales ou d'usinage du vaccin. Dans ce cas, elle peut tarder à se dégrader. Il se peut que la transcriptase inverse d'un endovirus l'utilise à son compte et l'ARN messager vaccinal peut se retrouver dans l'ADN de l'hôte. C'était une question à occulter, donc on a uniformisé l'appellation fonctionnelle de tout ARN en le désignant comme ARN messager des vaccins. Or, il ne l'est pas, car c'est un modèle d'ARN transformant. L'ambiguïté de désignation profite aux concepteurs de vaccins, faisant penser que le seul ARN qui existe dans le cytoplasme est l'ARN messager. Un beau travail de communication inhibitrice. En 1973, Beljanski et ses collaborateurs isolent, analysent, puis synthétisent des ARN transformants plus petits, comportant entre 10 et 70 nucléotides. Ils sont très riches en base purique et déclenchent la replication de l'ADN chromosomique. Ils sont, pour cela, appelés ARN amorceurs. C'est la première fois au monde qu'est effectuée la synthèse d'un ARN nécessaire à la replication de l'ADN. Ceci fera l'objet d'une publication à l'Académie de médecine présentée par le professeur Lépine. Les ARN amorceurs sont spécifiques d'un type d'ADN, bactérien, viral, de mammifères, de plantes. Pour produire des amorceurs, Mirko Beljanski met au point une méthode de découpage enzymatique de longs ARN provenant des ribosomes.
Elle lui servira tout au long de ses recherches ultérieures et correspond à la voie utilisée par l'organisme pour fabriquer une gamme étendue d'ARN de petite taille aux propriétés très diverses, les uns utiles, les autres dangereux. La transcriptase reverse fut découverte par Howard Temin aux États-Unis, chez les virus, et cette transcriptase inverse est une enzyme qui transcrit l'ARN en ADN, et pour ce fait, il a reçu le prix Nobel en 1975. Peu après, Mirko Beljanski isole pour la première fois une transcriptase inverse chez les bactéries Escherichia coli. La transcriptase inverse est capable de copier les ARN transformants en un ADN qui peut ensuite être incorporé au génome d'une bactérie. Ainsi s'explique la stabilité du caractère des souches transformées. Néanmoins, l'ADN synthétisé à partir d'un ARN transformant peut rester lié à celui-ci, ce qui le protège jusqu'à sa libération. Il n'est pas nécessaire que le nouvel ADN soit incorporé au génome de la bactérie. Il peut, hors de celui-ci, rester lié à l'ARN qui lui a servi de matrice, protégeant ainsi ce dernier de l'action d'autres molécules pour ne le libérer qu'au moment voulu. Les résultats obtenus par d'autres équipes dans les années 70 concernant la synthèse de l'ADN à partir de l'ARN messager d'hémoglobine peuvent être interprétés dans ce sens. Les conclusions de ces expériences permettent donc de comprendre et de relier entre eux des faits demeurés isolés et difficilement interprétables. Ces conceptions hardies pour l'époque trouvent aujourd'hui une confirmation dans de nombreux travaux qui signalent l'existence d'hybrides d'ARN et d'ADN, ainsi que la présence d'une grande quantité d'ADN dans le cytoplasme. Le contrôle de tous les caractères d'une cellule par un seul ADN confiné dans les chromosomes est désormais une notion périmée. Aujourd'hui, la transcriptase inverse est devenue une enzyme vedette. Au fil des années, elle a été mise en évidence jusque dans les cellules végétales et animales. L'incorporation d'ADN étranger dans le génome est actuellement considérée comme un phénomène courant, observé chez les virus, les micro-organismes, les plantes, les animaux et dans le génome humain. La présence de certaines séquences d'ADN reflèterait la transcription d'ARN de petite taille d'origines diverses. En effet, quelle que soit la provenance de l'enzyme et de l'ARN, ce dernier peut être transcrit en ADN. Et savez-vous qu'un fragment d'ADN peut se déplacer d'un endroit à un autre sur le même brin d'ADN? Ces fragments sont appelés transposons et rétrotransposons, qui proviennent d'ARN transformants spécifiques intégrés dans le génome directement par des enzymes appelées intégrases, mais aussi en sens inverse par des ARN inverses, ARNI, appelés transposases. La notion d'ARN inverse a été définie pour la première fois en 1975. Par exemple, une transcriptase inverse de cellules animales peut transcrire en ADN un ARN d'origine virale. Mirko Beljanski a été parmi les premiers à comprendre le rôle majeur qu'a dû jouer la transcriptase inverse au cours de l'évolution des espèces.
Elle détermine une activité ribonucléasique spécifique qui ne peut cautionner l'approximation, voire la substitution de désignation des ARN au profit d'une présentation des vaccins qui sont à technologie ARN, mais pas ARN messager, au sens étymologique du mot. La terminale déoxynucléotidyl transférase, TDT, est une enzyme qui forme de petits segments d'ADN exogènes non appareillés qui vont perturber le fonctionnement de l'ADN cellulaire auquel ils sont ajoutés. Des chercheurs américains ont montré le potentiel mutagène de cette enzyme. Or, elle a été décelée dans les différents vaccins du génie génétique et notamment celui contre le virus de l'hépatite B. Chacun de ces vaccins contient une TDT très active qui agit avec la ribonucléase de l'hôte. Son rôle est comparable mais non contrôlé à la transcriptase inverse. Elle est de plus boostée par une ribonucléase H qui stimule comme un facteur de croissance l'ADN viral transcrit. Avec quelles conséquences pour le vacciné et son système HLA? Pourquoi une telle situation ne se présenterait-elle pas? Et comment la contrôler dans le cadre des vaccins contre le Covid? Rappelons qu'il n'y a pas de synthèse d'ADN sans les oligoribonucléotides comme amorceurs de cette synthèse. Il faut donc une source d'ARN amorceur. Ceux-ci peuvent être synthétisés, mais souvent aussi provenir du produit de dégradation d'ARN beaucoup plus long. Cette dernière source est, pour la cellule, la plus fréquente et la plus économique. La découpe de ces petits ARN se fait par des ciseaux sélectifs appelés ribonucléases, qui constituent une grande famille d'enzymes qui catalysent l'hydrolyse des acides ribonucléiques par coupage au niveau des liaisons phosphodiester. Ces enzymes produisent soit des mononucléotides, soit des oligonucléotides, fragments d'ARN dont le phosphate terminal est attaché en position 3' du ribose du nucléotide. Bien qu'agissant de même et par le même mécanisme, les différentes ribonucléases se distinguent par le découpage des liaisons phosphodiester adjacentes à certains nucléosides puriques ou pyrimidiques, ce qui se traduit par des synthèses privilégiées. Par conséquent, les ARN amorceurs sont relativement et même parfois extrêmement sélectifs, c'est-à-dire qu'il existe une relation privilégiée entre tel ADN et tel amorceur. Sa spécificité tient d'une part à la nature même de l'ADN selon l'espèce et selon l'organe, et d'autre part à l'amorceur lui-même. Parlons maintenant de la synthèse protéique. D'une manière générale, les oligoribonucléotides, riches en purine, favorisent les synthèses, ceux riches en pyrimidine les inhibent. Il existe, selon les conditions physiologiques, selon l'environnement par exemple, une importance des métaux pour les stimuler ou freiner cette activité des ribonucléases qui entrave le fonctionnement des enzymes responsables de l'apparition des petits ARN, ou au contraire, des enzymes dont l'activité excessive ou pathologique conduit à la destruction des oligoribonucléotides, donc à la carence des synthèses ou à des synthèses excessives. La prise de conscience du rôle si décisif joué par les oligoribonucléotides nous a orientés, Mirko Beljanski et moi-même, vers l'étude des ribonucléases, de qui dépendent tout à la fois
l'apparition, la constitution et la taille des oligo-ribonucléotides actifs dans les processus biologiques. L'attention a été grandement renforcée par la constatation d'altérations majeures des ribonucléases dans de très nombreuses pathologies, principalement en cancérologie, en hématologie, en virologie, en bactériologie et en immunologie. Ceci aboutit à la mise en place d'une méthode d'évaluation de l'activité ribonucléasique du sérum et du plasma. Chez un sujet sain, la cinétique et l'affinité des ribonucléases a été étudiée pour certains substrats. Polygoribonucléotides, homo- ou hétéropolymères, ARN messager, ARN ribosomique et ARN de transfert. Or, chez divers patients atteints de certaines pathologies, nous avons constaté que les propriétés des ribonucléases sont fortement perturbées, les cinétiques de dégradation sont modifiées. Notre hypothèse s'appuyait sur les observations rapportées dans la littérature. Prenant l'exemple des résultats obtenus lors de nos recherches, nous avons pensé que chez la plupart de ces malades, le fer ferreux et le fer ferrique, la ferritine et les variations ferrofluides de la structure colloïdale de la matière vivante devaient aggraver la pathologie. L'observation rapportée dans la littérature de l'accumulation de fer lors de certaines pathologies a conforté notre hypothèse. Aucune relation n'avait été décrite avec les ribonucléases. En utilisant un ARN ribosomial et un ARN de transfert marqués par la radioactivité 3H guanine et 3H uracile, nous avons montré que le fer accélère notablement l'activité déjà trop forte des ribonucléases chez certains malades et la dégradation était suivie en l'absence et en présence de fer libre ou de fer lié à l'hémine. Ceci fut le point de départ d'une méthode de recherche qui pourrait, si elle était actualisée par les technologies informatiques, rendre des services pour objectivement voir la réaction immunitaire au vaccin chez chaque patient. Elle ferait gagner du temps en phase 1, en phase 2 et en phase 3 et répondrait immédiatement aux interrogations sur les effets secondaires des vaccins. Elle a d'ailleurs été longtemps utilisée dans notre service comme technique d'appréciation des réactions immunitaires liées au traitement des cancers et des maladies auto-immunes. Elle a été brevetée pour confirmer la découverte d'un chélateur du fer sans toxicité secondaire. Attachons-nous maintenant au virus ARN. Leur particule virale contient un génome composé d'ARN et une enzyme essentielle, la transcriptase inverse. Celle-ci transcrit l'ARN génomique viral en ADN appelé provirus, incorporé au génome de la cellule envahie par le virus. C'est le rôle capital de cette transcriptase inverse qui peut permettre à l'information contenue dans un ARN de se retrouver finalement inscrite sous forme d'ADN dans le génome et le retentissement de son activité sur l'évolution des espèces. Ces notions sont aussi communément admises, notamment pour expliquer la présence de séquences particulières dans le génome humain. C'est généralement ce qui est décrit dans le comportement des virus endogènes.
conclusion, nous participons donc à un essai thérapeutique à grande échelle dont nous sommes les cobayes. Il faut donc faire une critique générale des techniques de vaccination. On crie victoire concernant les maladies contagieuses et on brandit le tableau statistique pour étayer le principe de la vaccination de masse. Des professionnels et des citoyens alarmés dénoncent ce principe comme intrinsèquement dangereux, lourd de conséquences sur le plan physique et mental et sans effet réel, étant donné que la prévention vaccinale devrait être individuelle et guidée par les résultats de l'haplotype HLA de chaque individu. Or, on peut se poser des questions fondamentales sur la fabrication des vaccins, notamment ceux obtenus par génie génétique et tout récemment par les ARN dits messagers, véritable système OGM. Ceci du fait de la cascade d'étapes qui amène à fabriquer et découper les séquences virales, à coupler à des ARN transformants, les introduire dans une cellule cible, les faire réagir en stimulant une réaction anticorps, récupérer les protéines spécifiques, les évaluer et définir les quantités nécessaires dose-efficacité. Toute la technologie du conditionnement physique du stockage, le tout dans un milieu biologique artificiel qui contient des enzymes présents dans le cytoplasme. Des polynucléotides phosphorylases capables de fabriquer un ARN à partir des ribonucléotides dans un substrat magnésium, mais dans un substrat ferrique, la même enzyme versatile va fabriquer un ADN-like. Comment vérifier la charge ferrique du cytoplasme des cellules dendritiques ou des macrophages qui assurent la présentation de l'antigène aux lymphocytes et dont le rôle fonctionnel passe par le stockage du fer et la fabrication de la ferritine, pouvant à façon rendre versatile l'action de la PNPase cytoplasmique. La terminale désoxynucléotidyle transférase, venue des virus, peut se fixer aux portions de l'ARN viral, découpées, et sont capables d'induire la synthèse des segments aberrants d'ADN dans les cellules hôtes où la réaction antigène-anticorps va se faire. D'autres ribonucléases sont capables de dégrader les ARN messagers de la cellule hôte, c'est-à-dire celle qui va recevoir la fraction ARN sélective antigénique. Lorsqu'on affirme qu'une mutation peut engendrer un cancer, que dire alors de fragments d'ADN aberrants synthétisés dans ces cellules hôtes par une enzyme virale? Que dire de cet ADN dégradé ou des fragments d'ARN libérés et qui entraînent des activités incontrôlables? À ma connaissance, ceci n'a pas été vérifié avant la diffusion de ces vaccins. Les applications des biotechnologies OGM et la vaccination elles-mêmes sont, dans ce cas, à l'origine de modifications supplémentaires qui saturent les mécanismes physiologiques hépatiques et rénaux avec des dégradations métaboliques des xénobiotiques et métaux d'une manière personnelle chez chacun de nous. Ceci se fait en fonction de notre mimétisme moléculaire HLA spécifique, viral et microbien, et en sensibilisant les voies de dégradation porphyrinogènes, créant au fur et à mesure de l'accumulation vaccinale un terrain porphyrique acquis que les chercheurs allemands et scandinaves appellent cryptopyrrolurie, acquis probablement aussi par voie épigénétique informationnelle, sensibilisant déjà les générations suivantes. Tout cela permet de comprendre les observations récentes faites aux États-Unis sur l'association de perturbateurs endocriniens chez les enfants qui sont les premiers touchés et les premiers vaccinés. Il y a là une sommation des effets
facilement prévisibles par le système HLA. Le coronavirus, dans son évolution, ne cesse de nous créer des surprises du fait du manque de maîtrise que l'on a sur le contrôle de toute cette valse de micro-ARN. C'est précisément ce qui est décrit en octobre 2020 par le bioinformaticien Nelson du Muséum d'histoire naturelle qui vient de découvrir un gène mystérieusement caché dans le Covid-19. Ce gène, nouvellement identifié, appelé ORF3D, est un exemple de ce que les généticiens appellent un gène de chevauchement, en raison de la façon dont il chevauche les séquences codées d'autres gènes. Il s'agit d'une sorte de gène dans le gène, qui est effectivement caché dans une chaîne de nucléotides. Une chose est sûre, dans un virus qui ne possède qu'une quinzaine de gènes connus, la découverte d'un autre gène, sans parler de gène de chevauchement, est un événement important, d'autant que cela fait des mois que des centaines d'équipes à travers le monde scrutent le génome du coronavirus sans avoir détecté ce mystérieux gène. En fait, il est le résultat probable de combinaisons multiples associant des ARN transformants, une transcriptase inverse et un enzyme TDT, et de l'action non contrôlée des ribonucléases. Cela donne à réfléchir, car ce gène caché pourrait être une tâche aveugle impliquant des conséquences importantes dans les traitements des malades et le développement des vaccins, suivant la réflexion de ce bioinformaticien découvreur. Et ce n'est pas le moindre des paradoxes que le taux des séropositifs augmente dans la population des vaccinés. C'est ce qu'ont constaté d'autres chercheurs travaillant sur un vaccin contre le virus HIV, dont 2 tentatives de vaccination se sont soldées par l'acquisition d'une séropositivité sur les sujets vaccinés. Autre aspect contradictoire, la publication faite en Australie par des chercheurs du Murdoch Children's Research Institute à Sydney, ils constatent que des enfants développaient des anticorps malgré des tests PCR négatifs, c'est-à-dire du coronavirus. La discordance entre les résultats du test virologique PCR et les tests sérologiques cliniques, malgré une réponse immunitaire marquée, met en évidence les limites de la sensibilité du dépistage PCR nasopharyngé et de la sérologie diagnostique actuelle chez les enfants. Leur conclusion souligne la nécessité d'une étude détaillée de la réponse immunitaire du SARS-CoV-2 afin de mieux comprendre l'exposition et l'immunité protectrice chez les enfants. Si ces vaccins sont si sûrs, pourquoi les laboratoires qui les fabriquent ont-ils demandé et obtenu qu'ils soient déchargés de toute responsabilité en cas de problème ? Critique de la méthodologie des vaccins ARN. Les vaccins ARN activent le système immunitaire adaptatif au moyen d'ARN dits messagers. La production d'antigènes dans le cytoplasme de la cellule conduit, après un clivage par des protéases, à présenter des épitopes de l'antigène du complexe majeur d'histocompatibilité, HLA, de classe 1, qui active l'immunité cellulaire, et au complexe majeur d'histocompatibilité HLA de classe 2, qui lui activera l'immunité humorale. L'ARN dit messager fournit une séquence de nucléotides qui code une protéine identique ou semblable à l'antigène de l'agent pathogène. La protéine est produite par les cellules cibles par traduction de l'ARN messager du vaccin.
Mais comment est délivré l'ARN messager? Deux possibilités, nu délivré en solution ou vectorialisé, enrobé par des nanomolécules lipidiques. Chacune de ces méthodes implique une technologie complexe faisant intervenir des procédés physico-chimiques qui déterminent une modification de l'activité des ribonucléases, qui fournissent de petites séquences d'ARN agissant comme un ARN transformant qui risque de modifier l'expression des gènes en se combinant à l'ARN vaccinal et même de donner des fragments d'ADN au contact d'une transcriptase inverse. Ceci, malgré des techniques de purification et de conservation au froid, la traduction du vaccin ARN se fait dans un site cellulaire avec une forte réactivité immunologique non contrôlable. On peut simplement faire une observation sur la rapidité de dégradation de l'ARN messager. Plus la dégradation est rapide, plus la réaction immunologique est forte et plus les risques sont gros et liés au système HLA. La réponse immunitaire innée est activée par la liaison de l'ARN aux récepteurs de type Tool. Ces récepteurs tiennent compte de la réaction du mimétisme moléculaire, viral, microbien et xénobiotique qui est caractéristique de chaque allèle HLA et peuvent acutiser des comorbidités. Il y a donc un risque potentiel majeur d'activer l'expression de ces gènes sans aucun contrôle. Certaines techniques de fabrication utilisent l'ARN auto-amplificateur, qui est censé réduire la quantité initiale d'ARN messager nécessaire pour obtenir l'effet désiré. Ce mécanisme d'absorption cellulaire utilise des adjuvants, notamment le MF59, qui agissent par émulsion. Ceci a pour but de déterminer une modification du rapport des bases puriques et pyrimidiques, le rappel des explications données dans le préambule de biologie moléculaire permet de comprendre que cette technologie est loin d'être maîtrisée. La technique d'amplification devrait également contrôler les réactions des récepteurs des protéines kinases dépendantes qui interviennent sur le métabolisme énergétique et sur la fonction mitochondriale du cytoplasme. De plus, toutes les réactions d'atténuation sont faites sur des ARN messagers qui sont produits par des mammifères. Dans tous les cas, on modifie la relation initiale entre l'ARN messager et la protéine qu'il doit fournir, puisque ces ARN non codants donnent des résidus post-transductionnels sans beaucoup de précision sur le rapport purique-pyrimidique. Il n'y a aucun doute que cette cuisine nécessite une opération de purification et que l'on fait par absorption sur de la cellulose. N'oublions pas non plus que l'ARN extracellulaire donne une forte réponse immunitaire avec une augmentation de l'interféron de type 1. Ceci se retrouve dans toutes les inflammations et les maladies auto-immunes, avec une susceptibilité directement dépendante au système HLA qui seul peut définir une probabilité des risques spécifiques à chacun de nous. L'inflammation comme effet secondaire dans l'endothélium vasculaire favorise la coagulation et augmente la perméabilité endothéliale, avec des cellules endothéliales qui sont en fait des cellules macrophages dont la fonction garantit l'immunité innée. Il s'ensuit un œdème qui favorise les thromboses, les embolies pulmonaires et les infarctus cérébraux. En septembre 2020, l'association CRIGEN, qui a fait état d'un rapport signé de son président du conseil scientifique, le professeur Christian Vello, des risques élevés de génotoxicité par mutagénèse et apparition de nouveaux virus par recombinaison génétique causée par de tels vaccins. Ce risque de génotoxicité pour les cellules humaines cibles de la vaccination, dont le génome est bien sûr de l'ADN,
ne concerne donc que les vaccins délivrant de l'ADN viral, que le vecteur soit un plasmide ou un virus génétiquement modifié. Toutefois, ce risque peut également concerner les vaccins délivrant de l'ARN par le biais d'un vecteur viral génétiquement modifié à ARN du type du virus du sida, si celui-ci n'a pas été correctement dépourvu de sa transcriptase inverse et du gène la codant. En effet, la transcriptase inverse virale peut alors convertir l'ARN délivré en ADN, lequel ira s'intégrer dans le génome des cellules cibles. Ce rapport préconise de suivre en la matière un principe de précaution, ce qui traduit l'intérêt fondamental de se référer au système HLA. Malheureusement, cette précaution est actuellement estimée incompatible avec l'urgence et les règlements européens. Bien qu'étant médecin de campagne, je me suis néanmoins intéressé à la biologie moléculaire, et cela depuis 1978, plus particulièrement aux ribonucléases et à leur action dans la construction-destruction des macromolécules. En définitive, j'ai acquis la certitude que le fonctionnement particulier d'une cellule de l'organisme implique d'une part un choix de séquence de l'ADN à maintenir en activité et pour chacune d'elles un certain rendement de la transcription, c'est-à-dire de la libération différentielle de l'information génétique. D'autre part, il implique également le choix des produits de la transcription à utiliser et d'une certaine manière de les traiter, ce qui relève du filtrage et de l'accommodation de l'information génétique. À un instant donné, le fonctionnement particulier d'une cellule est déterminé par la composition du cytoplasme qui dépend en partie de son environnement actuel, c'est-à-dire la composition du milieu extracellulaire, la nature des molécules qu'il diffuse, le contact avec les cellules et les activités antérieures de la cellule. Toute modification dans son environnement a des répercussions sur son cytoplasme, puis par là même sur la transcription et l'utilisation de ces produits, ce qui contraint d'autres cellules à modifier leur activité. De l'expérience de physicien que j'ai eue avant d'entreprendre mes études médicales et de mes contacts actuels avec les bioinformaticiens avec lesquels je travaille, en faisant la synthèse de ces connaissances qui m'ont été données au décours de ma vie professionnelle, je pense que la cellule fonctionne à la manière d'un ordinateur, en ce sens qu'elle combine des données qui lui ont été communiquées de l'extérieur avec des informations stockées dans sa mémoire cytoplasmique pour établir un programme de la libération différentielle et de l'utilisation de l'information génétique. Les résultats modifient le contenu de la mémoire et sont communiqués à d'autres cellules. Enfin, de mon expérience en cytogénétique acquise à la faculté de médecine de Brest, j'ai constaté que quelle que soit l'agression virale, microbienne, physique, chimique, la cellule réagit de la même façon, en relaxant les liaisons principales de son ADN du fait même de la cassure initiale qui se situe au niveau des liaisons secondaires. À l'extrême, ceci se singularise au niveau chromosomique par des fragilités et des cassures. C'est précisément le même schéma initial que celui qui est physiologiquement utilisé dans l'activation et l'inactivation des gènes au niveau de l'ADN. C'est le même processus qui permet à l'ADN, au niveau des sites d'initiation, de mettre en place cette relaxation physiologique pour transcrire en ARN messager le message contenu à façon pour fabriquer les protéines de structure. À cette occasion, les ARN du cytoplasme peuvent également remonter et être transcrits par une transcriptase réverse au niveau de l'ADN du noyau. C'est un schéma initiatique
qui permet de comprendre l'évolution phylogénique du vivant, auquel participent en permanence les ARN virus endogènes. Cependant, le schéma qui permet de comprendre les effets est le tableau clinique de toute agression virale microbienne, ceci d'une manière aiguë, en fonction entre autres d'une épidémie telle que le Covid, mais aussi d'une manière cumulative, progressive, environnementale, qui aboutit à l'évolution et la mise en place de maladies auto-immunes, neurodégénératives ou cancéreuses, avec cette caractéristique personnelle qui est inscrite sous forme de comorbidité chez chacun de nous au niveau du système HLA. À partir de là, deux orientations thérapeutiques sont possibles. Celle qui est préconisée et mise en évidence à l'heure actuelle par les tenants de la vaccination, que je désignerai comme ceux qui connaissent beaucoup de choses sur peu de choses. Dans ce cas, nous retombons dans la méthodologie qui s'occupe du problème clé majeur qui est celui du contrôle de la replication et de la transcription des gènes. Or, la cellule a 1000 ruses pour déjouer ses ennemis. Comme les bactéries et les virus, elle sait détourner l'obstacle, développer des résistances. Il faut donc envisager une stratégie d'ensemble attaquant en de nombreux points. Dans le cas de la lutte contre les virus, il faut à la fois entraver le virus lui-même, bloquer sa multiplication, bloquer les enzymes de transcription et ou d'intégration dans la cellule hôte si on veut être en bonne position pour protéger l'organisme sans endommager les tissus sains. La réalisation de cette technologie vaccinale met en évidence l'intelligence manifeste et remarquable de ceux qui la préconisent et la mettent en application. Elle met aussi en évidence la complexité extrême et les dépendances à tout l'environnement physico-chimique pour l'élaboration d'une telle thérapeutique. Déjà, l'expérience des vaccins nous a permis de prendre conscience qu'il fallait des dizaines d'années pour essayer d'assurer l'absence d'effets secondaires qui puissent être traduits non seulement chez la personne qui reçoit le vaccin, mais également dans sa descendance, ceci d'autant plus facilement que les vaccins sont faits de plus en plus dès la naissance. Qui peut jurer que certains ARN vaccinaux ne se retrouvent pas dans l'ADN des cellules jeunes germinales du nouveau-né, ou comme dans les conditions présentes vis-à-vis du Covid, sur une population âgée dont le capital immunitaire est déjà considérablement inopérant, mais capable cependant d'acutiser des comorbidités inscrites dans le système HLA. Il est possible de prendre une autre orientation avec actuellement une ancienneté de 40 ans puisqu'elle a été mise au point lors de l'avènement du virus HIV. Ce fut de trouver dans la nature des substances qui sont des principes actifs, non toxiques, sélectifs et qui, associés, sont capables de maîtriser l'action de la transcriptase réverse, de chélater la distribution du fer fondamentale dans la multiplication virale, et enfin, par l'usage des molécules verrous, d'éviter et de réduire la relaxation de l'ADN pour permettre aux enzymes de réparation d'agir. L'action conjuguée de ces trois principes actifs non toxiques a été décrite, publiée, utilisée et donc valorisée depuis 40 ans dans le cadre du rétrovirus HIV. L'extension de ce type de traitement que j'ai pu faire durant toutes ces années sur des malades présentant des infections virales, mais aussi sur des pathologies plus complexes, m'a permis de conforter que cette orientation thérapeutique était tout à fait d'actualité en ce temps d'endémie du Covid. Les patients qui utilisent ce schéma thérapeutique évitent la séropositivité. L'utilisation de ce type de produit à titre curatif
associé au schéma classique, permettrait, si on nous en donne la possibilité, d'éviter les complications. De même, leur utilisation conjuguée à la vaccination éviterait les effets secondaires immédiats, mais surtout les interactions qui pourraient exister au niveau des allèles HLA à chacun des patients vaccinés. En conclusion, seul un travail continu, vigilant et d'échange avec d'autres équipes de recherche permettrait d'exploiter les nouvelles stratégies afin d'améliorer, protéger et assurer à la nature et aux êtres humains une vie avec une homéostasie parfaite. Merci de votre écoute.